pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je me présente, à vrai dire, devant vous avec un mélange d'abattement et de colère au moment d'aborder cette motion. De l'abattement et de la colère sur la forme et sur le fond. Sur la forme, ça a été rappelé par Frédéric Valletoux tout à l'heure, pour que nous mesurions bien la situation au mieux baroque, au pire désespérante que nous avons vécue la semaine dernière. L'an dernier, vous aviez réussi la prouesse de voir votre PLFSS rejeté en commission, mais ce n'était que à la majorité. Cette année, une étape supplémentaire a été franchie, il a été rejeté à l'unanimité. Qu'est-ce que ça nous dit de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons? D'abord, que votre texte initial était à côté de la plaque, pas à la hauteur des enjeux. Des conditions d'élaboration hallucinantes, mais vous n'êtes pas maître du calendrier, pas la moindre concertation, et j'y reviendrai, y compris probablement même au sein du gouvernement, et absolument pas avec les parlementaires, et une vision surtout affreusement comptable du budget de la sécurité sociale, oubliant que ce budget, il doit partir d'abord des besoins, plutôt que de votre trajectoire de maîtrise des finances publiques. Après, il faut avoir l'honnêteté de dire aussi que ce vote-là, il nous dit des choses collectivement sur une forme d'immaturité. D'abord, au sein du mal nommé socle commun, puisqu'on a vu très vite que c'était au sein même du socle commun que la fronde s'exprimait avec le plus de véhémence pour renverser des propositions proposées par le gouvernement, confirmant cette absence totale de coproduction. Puis chacun a campé sur ses positions, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas vous laisser le confort, en réalité, à la fin, de décider de ce qui figurera dans ce PLFSS à travers un inévitable 49.3, pour éviter cette impasse-là, nous vous proposons à cet instant, d'une certaine manière, une autre méthode, celle que nous souhaitons voir présider à nos débats, je le dis tout de suite, dans les jours qui viennent. Nous, socialistes, nous sommes attachés au parlementarisme de fait, auquel nous sommes immanquablement confrontés aujourd'hui. Et nous cherchons, à chaque fois que c'est possible, des avancées pour l'ensemble des Français. C'est ce que nous voudrons faire, y compris à l'occasion de ce PLFSS. C'est la raison pour laquelle, avec la gauche et les écologistes, nous vous proposons depuis des semaines, dans le débat la semaine dernière, des voies d'amélioration de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour cela, il faut que vous acceptiez chacun de vous dépouiller de vos certitudes et que chacun s'y emploie. Personne ne peut avoir raison tout seul dans le contexte dans lequel nous vivons. Mettez-vous ça dans la tête. Personne ne peut avoir raison tout seul et certainement pas à coup de 49.3. Mon abattement et ma colère, c'est aussi au regard des béances. Vous savez, on ne voit pas apparaître dans vos textes, dans votre texte, ces vies que nous devons faire nôtres. Celles qui sont celles des assurés sociaux, des patients, des pensionnés. Je vais vous prendre un seul exemple et je m'adresse à Madame Darrieussecq. J'ai lu attentivement le PLFSS, le dossier de presse, les articles et j'ai entendu votre intervention tout à l'heure. Il y a un mot qui n'apparaît jamais, désert médical. Voilà, c'est l'impensé, l'invisible de votre projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voyez-vous, il y a quelques jours, j'étais dans la Nièvre, à Dézize, où la maire, Justine Guyot, a, de manière provocatrice et de manière un peu désespérée, pris un arrêté pour interdire à ses administrés de tomber malades le week-end. Pourquoi? Parce que ce week-end à nouveau, et ce n'est pas la première fois cette année, les urgences de son hôpital sont fermées. Et quand je suis allé la voir, elle était meurtrie par un drame qui venait d'intervenir. Parce qu'un patient vivant à 20 km de Dézize, dans la ville de Four, comme la ligne de SMUR était fermée à Dézize, eh bien, il a fallu faire venir le SMUR depuis Nevers, 1h10 de route. Ils sont arrivés trop tard et le patient est décédé. Et voyez ça, ce sont les vies que nous devons faire nôtres. Ça, c'est le quotidien de l'ensemble des Français. Et de voir que ces sujets sont totalement absents de ce que vous proposez et mettez sur la table, et votre silence est assourdissant sur cette question-là, c'est proprement désespérant. Je pourrais vous parler de la même manière sur les questions du vieillissement, sur la question du handicap, sur la question de la santé des enfants, sur la question de la santé des femmes. Vous nous avez parlé de la santé mentale, Madame la Ministre. Mais nous, on a applaudi quand le Premier ministre a dit que la santé mentale allait devenir une grande priorité, une grande cause nationale. Et donc, quand on vous pose la question en disant concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous nous dites, on va mettre 100 millions d'euros
supplémentaires sur la table. La base de départ de la dépense pour la santé mentale et la psychiatrie publique en France, c'est 23,3 milliards d'euros. Donc quand vous nous dites, et c'est un système qui est aujourd'hui sinistré, et quand vous nous dites on va recycler de mesures qui étaient déjà dans les tuyaux, et c'est ça qui fait la grande cause nationale, vous vous rendez pas compte à quel point vous générez une désespérance plus grande auprès de tous les acteurs de la santé mentale, auprès de tous les psychiatres publics, auprès de toutes les familles du monde du handicap psychique qui voient les lacunes et les béances sur ce secteur-là. Et bien sûr, je pourrais vous parler de ces inquiétudes pour payer le reste à charge, je vais y revenir, sur les questions d'accès aux soins, sur les questions de toutes celles et ceux qui ont à connaître Je vous invite heures... à écouter l'orateur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Qui ont à connaître les heures et les heures d'attendre aux urgences. La santé de nos concitoyens, c'est un bien absolument précieux auquel il faut répondre avec la plus grande vigilance. J'en profite, puisqu'on parle de santé à cet instant. Je crois en notre nom à tous pour souhaiter un prompt rétablissement au Premier ministre, dont on a appris qu'il avait été opéré ce week-end, et à travers lui à souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont confrontés à la maladie ou aux difficultés de santé. Alors, face à ces béances, la démarche et la méthode nouvelle que je vous propose pour les jours qui viennent, c'est de partir des besoins et d'examiner les solutions que nous vous proposons, si possible, en ne les caricaturant pas. Elles tiennent autour de quelques principes. D'abord, on va vous le dire franchement, ne pas faire payer aux assurés sociaux, aux patients et aux malades les choix que vous avez faits précédemment. C'est extrêmement paresseux de préférer la baisse des remboursements d'indemnités journalières ou l'augmentation du ticket modérateur. Dans un cas, sur les indemnités journalières, en baissant le plafond de remboursement de 52 € par jour actuellement à 40 € par jour, immanquablement, vous allez mettre dans des situations de difficulté ceux des salariés, et parce que tous ne le sont pas, qui ne sont pas couverts par des accords de prévoyance dans leurs entreprises. Surtout, je vous le dis, cette obsession à délester sur les organismes complémentaires, mutuelles et assurances privées, ce qui devrait être au cœur de la prise en charge par la sécurité sociale, c'est devenu aujourd'hui proprement insupportable. Cette augmentation du ticket modérateur, autour de 1,1 milliard d'euros, qu'est-ce que c'est concrètement? Vous faites payer par les assurés sociaux la légitime et nécessaire augmentation de la consultation médicale, que nous avons soutenue sur son principe, mais avec l'idée, c'est que normalement, elle devait être remboursée par la sécurité sociale. Rendez-vous compte aujourd'hui, une consultation médicale, elle n'est plus remboursée par l'assurance maladie qu'à hauteur de 54%. Vous savez, on n'est pas très loin de ce que François Fillon défendait, rappelez-vous, au moment de l'élection présidentielle de 2017, quand il proposait la séparation du petit risque et du grand risque. À l'époque, y compris Emmanuel Macron, tout le monde avait poussé des cris d'orfraie en disant on ne touche pas à un niveau suffisant de couverture par le régime de base de la sécurité sociale. Aujourd'hui, par petites touches, l'année dernière avec le doublement des franchises, cette fois-ci avec l'augmentation du ticket modérateur, vous allez, disons le nom, vers une privatisation larvée, mais de plus en plus visible, de notre système de sécurité sociale. C'est le contraire du principe voulu par les fondateurs du Conseil national de la Résistance, c'est le contraire de ce qu'avait voulu Ambroise Croizat, c'est le contraire de la vision solidaire que nous continuons à défendre. J'ajoute que vous oubliez les 2,5 millions de Français, presque 4% de la population, qui ne sont pas couverts par des mutuelles. Parmi eux, c'est 14% de chômeurs et c'est 11% de retraités, ceux-là même à qui vous proposez de geler les pensions de retraite. J'y reviendrai. Premier axe donc, ne pas faire supporter aux assurés sociaux, aux patients et aux malades. Et il est temps de l'ouvrir, le président Valletoux le disait à l'instant, des débats qui ne sont que trop peu ouverts. Monsieur de Saint-Martin, vous nous demandiez des mesures d'économie. Il en est une que le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie, à la demande d'Olivier Véran à l'époque, avait expertisé, c'est les coûts de doublons de gestion administrative du fait de l'existence d'un système d'assurance obligatoire et d'assurance complémentaire. C'est au moins 6 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir sur la base des scénarios que le HCAM avait mis sur la table, soit en créant la grande sécu que beaucoup appellent de leur vœu, ou le 100% sécu, soit de manière intermédiaire en créant une mutuelle gérée directement par la sécurité sociale. Vous savez, c'est simple, ça existe déjà en Alsace-Moselle. Je vous dis ça parce que vous nous demandez des pistes d'économie. Deuxième axe essentiel, c'est soutenir l'hôpital public. Là, je vais être très simple, très clair. L'Ondam que vous proposez est une forfaiture.
Parce qu'optiquement, pour l'hôpital, il progresse de 3,1%. Mais dans la réalité, avec la mesure CNRACL que vous mettez sur la table et avec l'inflation, on a un Ondam qui n'est pas à la hauteur des besoins. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons, nous sommes prêts à débattre de tout ce que vous voulez, dès l'instant où vous acceptez les propositions, notamment de la Fédération hospitalière de France, je le redis à chaque fois devant Frédéric Valletoux, qui ne sont pas connus pour être un repère de gauchistes, qui dit juste qu'il faut mettre peut-être un point d'Ondam supplémentaire, c'est-à-dire 3 milliards supplémentaires pour permettre à l'hôpital d'assurer de manière satisfaisante l'ensemble de ses missions. Le troisième axe, c'est évidemment de porter une politique de santé publique. Je suis désolé de vous le dire, la prévention, elle est désespérément absente de votre PLFSS. L'année dernière, on avait pu au moins débattre et même voter plusieurs mesures, les rendez-vous de prévention, le dépistage du papillomavirus, des IST, les préservatifs gratuits. Là, il n'y a plus rien de tel. Frédéric Valletoux, je le cite encore parce que je le remercie pour la manière dont il a conduit nos débats, le reconnaissait lui-même, notre PLFSS est à bout. Tout le monde veut désormais une loi de programmation en santé pour partir des besoins de la population. On fait bien des lois de programmation pour la défense, pour la justice, pour la police. Eh bien, voyez-vous, nous considérons que la santé et le social, c'est du régalien aussi important que la défense, la justice ou la police. Alors, nous avons pu aborder les enjeux de santé publique par le biais de la fiscalité comportementale. Mais nous vous le disons tout de suite, quand nous faisons de la fiscalité comportementale, ce n'est pas pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la sécurité sociale. C'est pour s'attaquer à la racine des pathologies qui, accessoirement, ont un coût pour la sécurité sociale. L'alcool, le tabac, la malbouffe, le sucre notamment, ce sont des déterminants de santé qui sont essentiels. Et mon collègue Cyril Isaac-Sibyl avait proposé un certain nombre de propositions que nous avons déclinées. J'espère que vous serez en mesure de les reprendre avec nous. Quatrième défi, et je voudrais là à cet instant citer le président de la Ligue contre le cancer, qui ce soir nous dit à juste titre: pourquoi ne pas demander une contribution aux industriels participant à la hausse des cancers plutôt que des économies sur les patients qui en souffrent? Voilà le point d'équilibre et le bon sens que nous devrions avoir. Quatrième évolution, c'est répondre aux enjeux de la longévité. Nous aurons l'occasion d'en parler longuement, mais je le redis devant le ministre concerné. Il y a eu un consensus, même une unanimité dans cet hémicycle, au mois de novembre de l'année dernière. Nous voulons une loi de programmation grand âge. Elle a été prévue par la loi. Vous auriez dû nous la déposer avant le 31 décembre 2024, en vous mettant vous-même hors la loi par rapport à l'obligation que le Parlement a donnée au gouvernement. Vous ne donnez pas des signes très encourageants de la co-construction et de la coproduction que nous appelons les uns et les autres de nos vœux. Dernier enjeu, ça a été évoqué par Sandrine Rousseau, ne pas faire des retraités d'aujourd'hui et de demain votre variable d'ajustement. Les retraités de demain, ce sont évidemment les victimes de la réforme des retraites. Vous l'avez rappelé, nous avons pour la première fois adopté un amendement affirmant notre volonté d'abroger la réforme des retraites. Vous devez en tenir compte d'une manière ou d'une autre, dans ce PLFSS ou dans l'avenir des débats politiques. Mais le cynisme est poussé à l'extrême parce que vous vous en prenez à ceux-là même à qui vous aviez dit l'année dernière « vous allez avoir une revalorisation de vos pensions de retraite ». Et là, vous allez chercher pour un retraité avec une pension de retraite au SMIC 209 € sur ces 6 mois. Pour un couple de retraités avec une pension chacun de 1 400 net par mois, 1 400 €, c'est 420 €. Voilà. Et ça fait le lien avec les sujets relatifs aux pensions. Alors voilà la fresque globale. Ne pas baisser les indemnités journalières, 600 millions. Ne pas augmenter le ticket modérateur, 1,1 milliard. Augmenter l'Ondam hospitalier, 3 milliards. Ne pas geler les pensions de retraite, 3 milliards. Voilà, à minima, ce que nous vous demandons. C'est-à-dire de bouger à hauteur de 8,5 milliards votre PLFSS. Si vous voulez faire plus, on peut le faire. Je vais y venir sur les recettes. Et voyez, la représentation nationale, en faisant ça, elle ne fait que vous proposer de bouger 2% du budget concerné. Et sur les recettes, on va être très clair. Laurent Saint-Martin, auditionné par la Commission, a lancé une bombe. Il nous a dit pour la première fois, pour un membre du gouvernement, le Ségur de la santé, 14 milliards, le chiffre a été rappelé, n'a jamais été financé. Donc il a démenti tout ce que racontaient Emmanuel Macron, tous les premiers ministres et tous les ministres de la Santé précédemment, en disant « nous n'avons pas financé le Ségur de la santé ». Et nous, ce que nous vous proposons, bien sûr, ce sont des mesures sur le médicament et sur la pertinence de soins. Mais la vraie ligne, c'est la question des recettes. La crise du financement de la sécurité sociale, vous l'avez organisée. Comment vous l'avez organisée? En passant de 50 milliards d'exonération de cotisations sociales en 2019 à 75 milliards aujourd'hui.
Le pognon de dingue, il est là. Il faut aller le chercher à cet endroit. C'est ça la justice sociale. C'est pourquoi nous étions prêts à voter l'amendement, l'article 6, mais que c'est votre propre majorité qui ne l'a pas voulu. Je termine. Monsieur le ministre, lors de votre audition, vous avez qualifié ce PLFSS de coup de frein réel et raisonnable. Votre coup de frein, c'est la sortie de route assurée et la collision. Nous vous proposons 8,5 milliards sur les dépenses. Nous vous proposons 15 milliards de recettes et pas les 60 milliards que vous agitez. Nous sommes raisonnables sur les propositions de financement à travers les exemptions et les exonérations de cotisations. Faites ce travail méthodique avec nous et pas au dernier moment. Vous venez de déposer 28 amendements sans même prévenir le rapporteur, sans même prévenir le président de la commission. Donc si vous voulez, sur cette base-là, que nous travaillons, nous sommes prêts à le faire et c'est la raison pour laquelle nous retirons le moment venu cette motion de rejet. Le moment est venu. Alors, demandez à l'orateur. Juste une précision, chers collègues, quand vous précisez le moment venu, est-ce que ce moment est-il venu? On retire maintenant. Oui. La motion est retirée.